Donc, merci pour toutes ces interventions. Merci pour ces encouragements, ces félicitations. Et je voudrais également, si vous le permettez, les transmettre à Nanda, qui est là en ligne avec nous, mais à tous les artistes et à tous ceux qui nous soutiennent. Tout le monde n'est pas visible, mais je vous assure qu'il y a derrière beaucoup de gens qui s'investissent pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller de l'avant. Euh, Nanda n'est pas la seule femme, heureusement d'ailleurs. Nous avons 4 Amazones avec nous dans ce groupe d'artistes et je vous assure que chacune d'elles a cette touche particulière qui fait que l'ensemble marche avec une cohésion très, très puissante. Je vais donc citer Nanda du Gabon, je vais citer Lynn de la Côte d'Ivoire, je vais citer Lehman du Bénin, je vais citer enfin Nourat Noumatou du Niger. Donc voilà ces 4 Amazones qui sont vraiment des éléments clés de ce groupe que nous avons mis en place à Dakar. Et ce groupe commence déjà à grossir, puisque quand nous étions à Dakar, nous avons un artiste mauritanien qui a fait le déplacement de Dakar parce qu'il voulait venir participer au concert. Nous avons une artiste sierra-léonaise également qui est venue à Dakar afin de soutenir les autres artistes engagés. Je voudrais aussi préciser que ce qui s'est passé à Dakar est vraiment puissant, au-delà de cette interdiction qui déjà nous a fait le buzz. Je crois qu'en termes de visibilité, nous avons même pensé à un moment donné que nous avons eu plus de visibilité avec l'interdiction que si on n'avait pas interdit le concert, ce qui est, je crois, une réalité. Puisqu'une petite anecdote, j'étais chez Didier Awadi le soir du vendredi, lorsque le concert avait été interdit. J'étais chez lui vers 22h, 23h. Il y avait des émissions politiques qui passaient partout. On venait d'élire, ou en tout cas, on s'apprêtait à élire un nouveau gouvernement. Et les émissions politiques étaient sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Et à 23h pratiquement, il reçoit un coup de fil sur son téléphone. C'est une émission qui est en direct. Et on lui demande d'intervenir parce que le concert auquel il devait participer avait été interdit. Il est intervenu. Euh, il m'a donné l'occasion également d'intervenir, puisqu'à un moment donné, il leur a dit, écoutez, un des organisateurs de ce concert est à côté, je vous le passe. C'est comme ça que je suis intervenu en direct à la radio, dans une émission politique en direct. Et le lendemain, il a été sollicité sur plusieurs chaînes de télévision, alors que normalement, l'actualité en ce moment, c'était le nouveau gouvernement. Mais les Sénégalais étaient tellement surpris de cette interdiction qu'ils avaient souhaité recevoir Mewe, mais Mewe a préféré décliner l'invitation, donc ils ont reçu Lydia Wadi sur plusieurs chaînes. Nous aussi, nous avons préféré ne pas trop apparaître comme si nous étions venus pour parler de choses sénégalo-sénégalaises. Et c'est ainsi, pour vous dire en tout cas, que notre arrivée à Dakar a suscité quelque chose. Et ensuite, nous avons rencontré d'autres acteurs de la société civile qui nous ont dit, vous savez, cette interdiction, elle est révélatrice des réelles intentions de notre président. Et nous sommes déjà engagés dans une initiative que nous avons dénommée Terminus 2024. On reviendra vers vous parce que lorsque nous allons lancer Terminus 2024, nous allons solliciter votre soutien. Je pense que Terminus 2024, en tout cas, si ça marche bien, pourquoi ne pas penser à le répliquer dans d'autres pays pour que ce soit Terminus 2024, Terminus 2025, Terminus 2026, selon le cas. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire un peu sur les dernières précisions que je voulais apporter à ce qui a été fait à Dakar. Une question était de savoir, une fois qu'on a fait le lancement, quelle action y a-t-il à faire? Nous sommes très simples dans la stratégie. On lance officiellement l'action à Dakar, on entre dans une campagne. Il faut pérenniser cette action. Il ne s'agit plus de faire une action d'éclat et ensuite de passer à autre chose, de dormir sur nos lauriers. Ça va faire l'actualité pendant quelques jours, et ensuite, si on ne fait rien, l'actualité va retomber, on va passer à autre chose. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut absolument nous inscrire dans une campagne qui va durer au moins 12 mois. Ça dépend des moyens à notre disposition. Nous n'avons pas encore les moyens de nos ambitions, il faut être honnête. Mais nous sommes convaincus que progressivement, nous allons euh, recevoir les soutiens nécessaires pour, par exemple, organiser un concert. Quelqu'un a parlé d'un concert au Bénin. Quelqu'un a parlé d'une tournée ouest-africaine. Il faut acheter les billets. Il faut pouvoir dormir à l'hôtel 2 jours, 3 jours
rencontrer peut-être une autorité, etc., etc. Tout cela, malheureusement, coûte de l'argent et les billets sont très chers lorsqu'il s'agit de voyager en Afrique. C'est parfois même plus cher que d'aller en Europe. Et donc, tout cela nécessite des moyens pour déplacer du monde. S'il faut retrouver un président qui accepte publiquement prendre le bâton et s'engager à limiter le nombre de mandats dans son pays ou s'engager à respecter la limitation, tout cela a un coût. Voilà un peu. Je disais donc que dans notre action, nous sommes très simples. Lancement, campagne de 12 mois ou de 18 mois. Et cette campagne vise quoi? Elle vise à mobiliser les consciences, à réveiller l'opinion africaine, à faire de cette question un vrai débat partout. Quand je parle de cette question, bien sûr, je parle de la problématique du troisième mandat ou des mandats multiples. Il faut que dans tous les milieux aujourd'hui, on commence à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a accepté que des gens confisquent le pouvoir, restent à la tête de leur pays plus de 2 mandats en Afrique? Il faut y mettre fin. Et dans tous les milieux, intellectuels, professionnels, avec le monde des médias, artistiques, avec les artistes engagés, sportifs. Et je donne souvent l'exemple de Sadio Mané, c'est quelqu'un que j'adore. Imaginez un Sadio Mané qui prend la parole et qui dit « Je demande simplement au président africain de respecter aujourd'hui la volonté des peuples d'Afrique, puisque les sondages ont démontré que plus de 7 Africains sur 10 pensent qu'il faut limiter le nombre de mandats. Alors, si la majorité le pense, pourquoi est-ce que 2, 3, 4, 5 vont dire non, je m'y refuse, parce que je compte préserver mes avantages et les avantages de mon clan. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Sur le plan même éthique, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, faire de cette question une vraie question de débat partout en Afrique. Et une fois qu'on aura mobilisé les opinions, si on en parle comme après avoir écouté le discours du président malien, si tout le monde revient là-dessus, ça nous donne cette force et cette légitimité pour faire ce que quelqu'un a proposé en parlant de tournée ouest-africaine. Oui, c'est une bonne action. Je pense qu'il est impensable qu'on termine cette campagne si les moyens nous sont donnés, si les ouvertures nous sont faites. Il est impensable qu'on puisse terminer cette campagne sans aller rencontrer ceux qu'il faut rencontrer. Et en les rencontrant, on va leur faire comprendre que si en 2015, certains se sont opposés, si en 2022, certains se sont opposés, c'est fini. Si à la CEDEAO, ils ne sont pas en mesure de prendre la responsabilité, nous allons les amener à prendre la responsabilité. Les peuples de la CEDEAO ont demandé à ce que la limitation soit faite, soit une réalité. Et on ne peut pas comprendre qu'on nous dise que oui, parce que tel ou tel a dit non, tel ou tel a pris en otage l'ensemble de la communauté, que cette réforme ne puisse pas se faire. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, nous étions au Ghana en 2021, je crois que c'était en octobre. Nous avons fait cette rencontre avec les parlementaires, avec la commission. Tout était prêt pour que cette réforme passe. Le président ghanéen est passé nous féliciter en disant que à la conférence des chefs d'État, ce serait comme une lettre à la poste. Ça va se faire tout seul. Tout était prêt pour la réforme. Nous en étions tous convaincus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment est-ce que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont pu dire non à cela, alors que tout était prêt. Et pour le Togo, je fais encore une petite digression, moi, ça me pose un petit problème. Voilà un pays qui, en 2015, s'est illustré en disant non avec la dictature de Yahya Jammeh. En 2022, le Togo répète encore cette action. Donc, le Togo a le triste record d'avoir dit non à 2 fois à cette réforme voulue par les peuples d'Afrique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en 2019, le Togo a réintroduit la limitation. Alors, si c'est une vertu, cette question de limitation, si le Togo y croit et l'adopte pour son peuple, pour son pays, pourquoi est-ce qu'au niveau régional, le Togo dit non? Je pense qu'il faut se poser des questions et se dire si ce n'est pas révélateur également d'une autre intention. Je n'en dirai pas plus. Voilà donc cette stratégie qui consiste à mobiliser les opinions. Et ça me permet de répondre à qu'est-ce qu'on doit faire. Chacun peut réfléchir. Que puis-je faire pour réveiller la conscience des 10 Togolais que je rencontre la semaine prochaine, des 20 Togolais que je vais rencontrer dans le mois, des 100 Togolais que je vais rencontrer dans l'année?
que puis-je faire pour leur dire qu'il est important qu'on limite qu'on limite, le nombre de mandats présidentiels. Et c'est là où il faut aussi faire attention, parce que nous, les intellectuels, nous pensons que nos messages sont toujours compris par la base. Imaginez un paysan de mon village que je vais voir lui dire, écoute, je me bats pour la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il va me dire, oui, mais bon, moi, je pense au bol de maïs que je dois manger demain. À moins de lui faire comprendre qu'il y a un lien, justement, entre limitation du nombre de mandats présidentiels, d'évolution démocratique du pouvoir, reddition des comptes, bonne gouvernance et son bol de maïs. Le président qui sait qu'en venant au pouvoir, il ne fera pas plus de 2 mandats, dans le meilleur des cas pour lui. Il fera au maximum 10 ans. Il a intérêt à bien faire pour partir au bout des 10 ans sans avoir à rendre des comptes par rapport à des crimes que nous voyons qui continuent de se perpétuer. Des crimes de sang, des crimes économiques, etc., etc. Et ça fait qu'après, ils disent, ah, je ne peux pas partir parce que j'ai trop de casseroles. Mais en arrivant, s'il sait que quoi qu'il en soit, il doit poser des actes pour rendre son peuple fier, comme on le voit dans certains pays de la sous-région. Je ne veux pas citer de pays. On a vu, moi j'ai rencontré des amis qui ne sont pas togolais, qui m'ont dit, mais tu sais, dans mon pays, je suis de plus en plus fier d'être de ce pays, parce qu'il y a eu tel acte qui a été posé. Tel acte de portée culturelle, simplement. Tel acte, il démontre qu'on essaie de mettre de l'ordre dans les choses. Tel acte, il montre que depuis la tête, on essaie de montrer le bon exemple, etc., etc. Parce que le président sait que lui, il doit partir. Et si le moment venu, il part en laissant de bonnes choses, il n'aura pas de compte à rendre. Et donc, en essayant de faire de bonnes choses, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De réduire la corruption. Le développement, il est inclusif pour tout le monde. On ne choisit pas, certains moments, on dit un peu de saupoudrage pour donner le sentiment que j'ai pris 10 bonnes résolutions pour le peuple. Un peu de saupoudrage pour dire que lorsqu'il y a eu une attaque terroriste dans une partie de mon pays, j'ai appelé tout le monde autour de la table et dans le même temps, des élèves sont enfermés. Dans le même temps, les enseignants sont enfermés. Dans le même temps, la justice est instrumentalisée et il y a des prisonniers politiques dans mon pays. Dans le même temps, c'est le pays où la corruption est le plus élevée, etc., etc. Voilà la vraie situation. Et quand c'est comme ça, bien sûr, quand on a autant de boulets, quand on a autant de casseroles, le moment venu, qu'est-ce qu'on essaiera de faire? Modifier la Constitution, faire sauter le verrou, rester un peu plus, enfermer quelques voix qui parlent beaucoup. Et c'est ainsi que je capte le pouvoir, je confisque le pouvoir parce que j'ai peur de partir. Et donc, il faut que dans notre message, toujours je réponds à qu'est-ce qu'on doit faire. Comment nous faisons pour mobiliser les opinions? Comment nous faisons comprendre aux paysans que limiter le mandat, ça va améliorer sa condition de vie? Faisons cet effort, nous qui sommes des intellectuels.